Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue sur le podcast Prof de droite, l'émission qui est devenue mensuelle et n'est plus bimensuelle puisqu'elle ne supporte rien de bi. Oh ça va, on peut encore faire un peu d'humour dans ce pays qui ne rigole plus des masses. Ce prof que vous écoutez fera-t-il grève? Non, même si les revendications actuelles des enseignants sont tout à fait entendables. Je ne supporte pas l'idée de participer à ces mouvements fomentés par des syndicats que je ne soutiens pas pour l'immense majorité d'entre eux. Voilà, nous en reparlerons peut-être, mais personnellement ça ne m'intéresse pas. Je veux être là pour mes élèves. Les revendications sont tout à fait entendables. Mais c'est comme ça, je n'ai pas envie de participer à cela. Désolé pour les motos qui passent en faisant un bruit pas possible. Je réfléchissais dernièrement à la maladie principale dont découlent les autres maladies dont notre pays souffre, c'est-à-dire le nihilisme. Suivant les pérégrinations, je vais y arriver, de mon cerveau, vous voyez, j'ai perdu l'habitude d'enregistrer les podcasts, il faut que je m'y refasse. Je réfléchis au fait que tout n'est aujourd'hui que punitif. On souhaite aujourd'hui punir les propriétaires de chiens, punir les gens en rapport à l'écologie, qui viendra au contraire me donner un bonus parce que je chauffe ma maison à 17 degrés. Les amendes, les stationnements, vous ne pouvez plus stationner dans nos magnifiques centres-villes français. Enfin, voilà, tout n'est devenu que punition. Je songeais donc, ne me demandez pas pourquoi, à l'homme idéal. Il a une bonne santé, il est travailleur, il ne fait que payer ses impôts dans ce pays communiste non assumé, ce qui est pire que tout. Il n'a aucune rétribution pour cela, même pas une tape amicale reconnaissante sur l'épaule, et c'est ce à quoi je pensais. Il n'est même pas reconnu en disant merci mon gars, c'est grâce à toi aujourd'hui que le pays tient. Non, bien au contraire, aujourd'hui il se fait cracher dessus, taper dessus pour rien. Je pense aux contribuables, disons-le, parfois majoritairement blancs, hommes, hétérosexuels, femmes blanches, hétérosexuelles, qui payent ses impôts sans rien dire et qui se fait cracher dessus pour diverses raisons, toutes plus ridicules les unes que les autres. Je réfléchissais par la suite à ma définition de l'enfer et je crois l'avoir trouvée. Je pense que l'enfer, c'est l'intelligence artificielle au téléphone. Vous vous faites téléphoner par une agence qui vous fait de la pub et puis le gars qui finit parfois, l'humain qui finit parfois par répondre après 20 minutes, une fois sur deux. Il n'est pas toujours beaucoup plus humain d'ailleurs que l'intelligence artificielle que vous aviez auparavant. Voilà, je dis ça parce que j'ai eu quelques menus soucis dernièrement. J'ai dû faire appel à des compagnies dont je ne citerai pas le nom, ça ne sert à rien. Vous les appelez, vous tombez sur une IA horrible, et puis après 20 minutes bon an mal an, ou bonne minute, mauvaise minute, vous finissez par tomber enfin sur quelqu'un qui vous répond d'une voix totalement monocorde et plus inhumaine encore que l'intelligence artificielle que vous aviez au téléphone auparavant, et qui ne résout absolument pas votre problème. Bref, cherchons ensemble à rendre à nouveau les profs fiers de leur métier, donnons-leur des clés pour progresser toujours. Coucou Sarko, qui nous dit que nous ne bossons que 24 heures par semaine, 6 mois par an. Alors, disons-le, je fais partie des très rares profs qui seraient prêts, nous pourrons avoir le débat dans une autre émission, à avoir moins de vacances. Parce que je pense que nous avons effectivement trop de vacances, c'est au détriment de la réussite de nos élèves. Toutefois, en revanche, par semaine, quand je fais le calcul, je suis entre 40 et 45 heures minimum. Je suis payé un salaire... Alors non, salaire de misère, ce serait tout à fait exagéré, mais en tout cas pour un bac plus 5 et 45 heures par semaine, le salaire n'est pas mirobolant, dirons-nous. Voilà, que voulais-je dire d'autre? Donc je suis prêt à baisser, pourquoi pas, ma quantité de vacances, et je vais me faire taper dessus par certains profs qui n'écoutent pas de toute façon mon émission pour le moment. Mais
par contre, je souhaite une rétribution pour cela. Il est hors de question que l'on continue à donner à ce gouvernement qui nous crache à la gueule en permanence pour se prendre ce genre de réflexion de merde par un mec qui, alors bon, je crois qu'il continue à bosser, je suis pas sa carrière, mais nous, on continue, peuple français, à lui payer sa retraite depuis, je sais pas à quel âge il a cessé d'être président de notre chère République, n'est-ce pas? Mais nous lui versons son salaire chaque année, chaque mois ad vitam aeternam. Ensuite, suite des pérégrinations de mon cerveau au cours de ce mois, maintenant je prends des notes, le laisser-aller et la surtolérance sont absolument intolérables et insupportables. Ai-je vraiment besoin de faire un développement là-dessus? Peut-être un jour, mais cessons de tout tolérer, disciplinons-nous en premier lieu avant de chercher à discipliner les autres, soyons des exemples pour notre entourage et reformons un peuple qui souhaite aller de l'avant plutôt que de s'encrasser en permanence dans la médiocrité. De nouveaux programmes pour vos enfants de la petite section jusqu'au CE2 à partir de la rentrée 2025. Disons-le, tout n'est pas à jeter. Il faudra que je m'y plonge plus en détail, mais voilà, je trouve que tout n'est pas forcément à jeter. Nous avons notamment un calendrier, nous enseignants, un peu plus précis sur les compétences que nous devons avoir atteintes chez vos enfants en détail à telle ou telle période. Alors encore une fois, en mathématiques, ça se base un peu trop, selon moi, sur les méthodes de Singapour, et en plus, ça nous retire au moins en partie notre liberté pédagogique, ce qui me déplaît toujours un peu. Même s'il faut trouver le juste milieu, la juste mesure, avec la capacité d'uniformisation tout de même de ce que l'on apporte aux enfants à telle ou telle période. Donc c'est un débat compliqué, je ne souhaite pas particulièrement être à la place des ministres et conseillers de l'éducation nationale, mais voilà, c'est un boulot qui n'est pas évident pour trouver des solutions qui sont difficiles également à trouver pour permettre à tous les enfants de disposer d'un socle commun de connaissances. Waouh, je parle comme un vrai prof ou comme un vrai futur ministre, c'est beau. Ah oui, alors, sujet suivant, avant d'entrer réellement dans l'introduction, de quoi voulais-je parler? Ah oui, j'ai entendu, je ne sais même plus qui c'était, qui nous disait que il faudrait mettre dans les nouveaux programmes l'obligation pour les enseignants qui enseignent donc l'histoire, etc., et la capacité d'esprit critique, ce qui en soi est très intéressant, mais qu'il faudra pour cela caricaturer absolument toutes les religions, sauf bien évidemment la religion dont il ne faut surtout pas prononcer le nom. Ça c'est la honte, mais avant tout, nous, profs, qui sommes censés représenter au moins en partie l'esprit critique et permettre son développement chez nos élèves, nos futurs adultes, les futurs adultes de notre société, si nous obéissons aveuglement à cette nouvelle saloperie, à cette nouvelle lubie, nous sommes coupables. C'est nul de caricaturer quelque religion que ce soit, parce qu'elles ont tout un grand fond de noblesse. Et la religion catholique est notre histoire, merde, et nous sommes plus respectables. Enfin, les religions sont plus respectables que ce que devient cette république laïque absolument lamentable, très largement. Il y a toujours des gens qui sauvent un peu le bateau, mais de moins en moins. Pour citer François Dubé, la laïcité n'est qu'une religion parmi d'autres et n'est pas la mienne. Ce qui n'empêche pas que certaines des valeurs de la laïcité sont tout à fait intéressantes et que je les enseigne, dirons-nous, à mes élèves. Soit l'on présente, selon moi, toutes les religions caricaturées, ce que je trouve absolument minable, car la caricature est un art dégueulasse, selon moi, ou en tout cas, disons-le, n'est pas l'art le plus sexy du monde, soit on n'en présente aucune et on se concentre sur les vrais savoirs essentiels, plutôt que sur ces pseudo-polémiques de merde. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée, maîtrisée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps.
bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique, dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci, enfin, en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Si tu n'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, ne me demande pas pourquoi je suis en train de prendre l'accent du sud n'ayant jamais vécu dans le sud, prends-moi donc un bretzel et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français, durera une grosse heure et elle est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants et même du paysage médiatique. Pas grave, cela viendra, tout comme le public pour ce podcast. J'ai la foi, j'ai confiance dans ce que je propose au travers de cette émission. Cette émission est également d'un point de vue personnel un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme, pour le moment du moins, une voix de prof comme l'on n'en entend jamais. Je m'astreins donc à une discipline de pensée et de transmission en vous parlant, non seulement à vous, mais également peut-être un jour à certains de mes élèves, de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Oula, je me suis un peu perdu dans mes notes, je m'excuse. Vous avez compris ce que je voulais dire, surtout que mes introductions sont souvent les mêmes. Je vous présenterai mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents, et nous rappellerons chaque fois que nécessaire, que la famille reste la première éducatrice de notre jeunesse. Nous allons en reparler aujourd'hui. Futurs parents, profs, membres de la communauté éducative, ou même les curieux, et il est bon de l'être, et les anciens que je salue, messieurs, mesdames, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons les problèmes des profs tout en défendant les autres professions valables et vertueuses, en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils sont parfois aujourd'hui d'autre part. Nous rappellerons aux profs la notion de neutralité politique. Vous me direz certainement que je ne la respecte pas toujours, certes loin s'en faut même, mais vous êtes des adultes responsables capables de vous faire vos propres opinions, personne ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir, au contraire, j'espère une écoute active. Et encore plus, lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom en plus de me casser les couilles. Soyons honnêtes, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, et au pire pédocriminalité. N'ayons point peur des termes. Il va nous falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voilà tous nos combats essentiels. Ne cédons pas aux modes et aux pseudo-dictates moraux aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Montrons au contraire la voie VOIE et portons au plus haut notre voix VOIX à la future génération. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission: promotion du goût de l'effort, du travail et défense de la beauté de notre pays, discussion, aiguisage, on aiguise un couteau mais on aiguille son prochain pour le remettre au sein de la bonne voie de nos esprits critiques, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique et passage à l'action. Podcast sale et sans langue de bois qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans notre beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir, absolument aucune fausse modestie ici, vers un modèle que j'espère bien plus sain. Cette émission sera préparée en amont, mais vous entendez que je ne ferai pas de travail de redécoupage. Je mène d'autres projets dans cette vie, ce qui explique les retards fréquents de sortie de ces podcasts. Je m'en excuse, j'espère que vous pardonnerez donc les bégaiements, égarements, prises doses et de caféine lors de l'enregistrement, pour l'authenticité que cela apportera au podcast qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Je m'excuse pour les bruits de bouche, sachant qu'étant misophone au dernier degré, je suis je fais partie des premiers à haïr ce genre de bruit. Je vais y arriver. Première partie, donc nivellement par le bas. Deuxième partie, le sartorialisme dont je vous parlais au dernier épisode, ma nouvelle découverte
Et ma nouvelle passion absolument dévorante, notamment pour mon portefeuille, mais c'est une passion absolument fantastique. Donc nous allons parler de l'ouvrage de Monsieur Jacomet, à qui je dois cette passion. Ouvrage qui se nomme Éloge de l'élégance parisienne. The Parisian Gentleman. Troisième partie, un article d'éducation. Quatrième partie, une citation. Et enfin, cinquième partie, un nouveau mot. Nous sommes très justement partis. Première partie donc, nivellement par le bas. La notion de niveler par le bas dans le cadre de l'éducation française est devenue un sujet de débat important ces dernières années, notamment avec l'extension de la notion d'inclusion scolaire qui consiste à accueillir tous les élèves, y compris ceux en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers dans des classes dites normales. Cette idée très ambitieuse au départ, fondamentalement humaniste, nous ne chercherons pas à définir ce terme, soulève des questions complexes sur les moyens d'atteindre des résultats éducatifs de qualité pour tous les élèves, tout en prenant en compte les disparités de niveau et les difficultés spécifiques de certains. Définissons d'abord les termes. Niveler par le bas désigne, selon moi, la tendance à abaisser les exigences et les standards éducatifs pour que tous les élèves puissent suivre le même parcours, même si cela signifie que les élèves les plus avancés risquent de se retrouver sous-valorisés ou peu stimulés, tandis que les élèves les plus en difficulté sont insuffisamment soutenus. Cette notion de nivellement a des racines historiques et sociétales. Dans une société qui valorise l'égalité, il y a eu une volonté de rendre l'école accessible à tous, indépendamment des origines sociales, culturelles ou des différences cognitives. Et l'on peut voir ça de manière plus simple. Plutôt que de prendre les bons élèves et les élèves moyens pour essayer de les tirer vers le haut, on récupère absolument tout le monde, des plus excellents à ceux qui ont le plus de difficultés, et il est ensuite difficile d'obtenir une courbe plate, et c'est pourtant ce vers quoi l'on tend. Le mouvement d'inclusion scolaire mis en avant par la loi de février 2025 en France a pour objectif d'accueillir tous les élèves, y compris ceux présentant des handicaps dans des classes ordinaires. Si cette démarche est louable sur le papier et apporte une dimension humaine et sociale importante, notamment pour favoriser le respect de l'autre et la construction d'une société plus égalitaire, nous avons bien besoin de gens qui acceptent les différences, dans une certaine mesure, je suis le premier à le dire, elle pose néanmoins des problèmes pratiques. L'école publique française, déjà confrontée à une série de défis structurels, manque de moyens, manque de personnel, manque de formation, se retrouve dans une position où elle doit intégrer tous les élèves, quel que soit leur niveau de compétence, dans des classes communes avec tous les problèmes que l'on connaît. Les causes du nivellement par le bas. Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique où l'école se trouve parfois contrainte de niveler par le bas. L'inclusion scolaire sans moyens suffisants. Premier souci d'importance. L'idée d'inclusion scolaire est pertinente, bien entendu, d'un point de vue sociétal notamment et humain, bien entendu également, nécessite des moyens conséquents pour être mise en œuvre efficacement. Pourtant, l'éducation nationale manque souvent de ressources ou ne donne pas suffisamment de ressources, puisque le fric, on le trouve. Quand on le cherche, on le trouve, pour le donner à d'autres et à d'autres causes, si vous voyez de quoi je veux parler, pour proposer des solutions adaptées à chaque élève, notamment pour ceux en situation de handicap ou ayant des difficultés scolaires majeures. Je fais un petit stop, je rappelle que l'on peut mesurer la santé d'une société aux soins qu'elle prend dans l'éducation de ses enfants. Et du coup, la santé française, ça pue. Je m'en excuse. Les enseignants en particulier se retrouvent démunis face à des classes très hétérogènes, composées d'élèves à profils extrêmement divers, doivent faire face à une surcharge de travail qui impacte leur capacité à fournir un enseignement personnalisé. La notion de différenciation, c'est bien mignon, c'est très mignon
même lorsque l'on est dans ce que l'on appelle les classes dédoublées, quand on a entre 10 et 15 élèves, c'est tout à fait pertinent et très intéressant de différencier pour les élèves dans ces conditions et de s'adapter aux élèves, mais lorsque l'on en a 25, 30, 35, voire 40 quand on arrive au lycée, c'est tout simplement impossible. Les enseignants ne sont pas des surhommes et disons-le très clairement, lorsque l'on est payé environ 2000 € par mois, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas non plus pour travailler 100 heures par semaine, même en étant passionné par ce métier. Point numéro 2, les exigences uniformes. En France, l'éducation nationale repose sur un système qui valorise un programme uniforme pour tous. Au contraire, par exemple, de l'Allemagne, où l'éducation est un peu plus autonome dans les divers. Alors chez eux, ce ne sont pas les régions, c'est un autre terme que je n'ai plus, je m'en excuse, mon alsacien est un peu rouillé. Cela crée une tension entre l'idéalisme d'une école de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, et la réalité d'une hétérogénéité grandissante des élèves dont les besoins sont extrêmement variés. Le résultat est un système où les exigences sont ajustées pour ne pas pénaliser certains élèves, au prix de l'abaissement des standards pour l'ensemble de la classe, et notamment des élèves les plus performants, ceux qui sont les mieux accompagnés également par les parents. Nous allons en parler également. La standardisation et l'évaluation, point numéro 3. L'école française fonctionne selon une logique de résultats mesurés par des évaluations standardisées. Cela impose une certaine normalisation du niveau des élèves, ce qui peut pousser malheureusement à abaisser les exigences de façon à ne pas laisser trop d'élèves derrière, notamment dans des matières où les difficultés sont exacerbées, comme la résolution de problèmes ou la compréhension de textes complexes par exemple. Et il se trouve que lorsque l'on parle encore une fois de différenciation, un enseignant va naturellement se tourner en priorité vers celui qui a besoin de différenciation parce qu'il a un niveau plus bas afin de l'aider autant que faire se peut à monter ne serait-ce qu'un peu, plutôt que vers celui qui a toutes les facilités du monde, qui a déjà de l'avance. C'est peut-être triste, mais malheureusement c'est comme ça. C'est peut-être une vision humaniste que nous partageons, nous enseignants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des élèves excellents, mais forcément, si l'on a le choix entre aider 10 minutes un élève en grande difficulté ou fournir encore davantage de connaissances et compétences à un élève brillant, forcément, l'on se dirige vers celui qui est en difficulté afin de l'aider au maximum. Conséquences du nivellement par le bas, les conséquences de cette approche sont multiples. Le risque d'un enseignement moins exigeant, et encore une fois, nous pourrions parler recrutement des profs. Quand je vois les nouveaux profs qui font des fautes d'orthographe, c'est voilà, faut pas s'étonner ensuite que nous ayons ces résultats-là. Forcément, si l'enseignant n'est pas au niveau, et pour moi l'orthographe et les fautes d'orthographe sont un critère absolument éliminatoire, ou devrait être un critère absolument éliminatoire lors des concours pour devenir enseignant, au moins enseignant dans le premier degré. Voilà, c'est juste intolérable. La tolérance ne fait pas partie de mon vocabulaire. Enfin, tout dépend du sujet, bien entendu. Réduction des compétences de base. À force de tirer vers le bas le niveau des attentes, l'on risque de ne pas enseigner les compétences fondamentales à une majorité d'élèves, qu'elles soient liées à la maîtrise des savoirs de base, lire, écrire, compter, ou à la construction de compétences plus complexes, raisonnement, esprit critique, autonomie, résolution de problèmes, compréhension implicite. Inégalité exacerbée, paradoxalement, le système d'inclusion scolaire, au lieu de réduire les inégalités, peut parfois les renforcer. Les élèves les plus fragiles risquent de ne pas bénéficier d'un soutien adapté, tandis que les élèves plus performants peuvent s'ennuyer dans des classes où le niveau général est plus faible. Et là, on se retrouve avec des soucis, par exemple les élèves qui sont brillants, qui finissent par être infects ou insupportables parce qu'ils sont entre guillemets mis de côté, ou encore entre guillemets insuffisamment nourris, et du coup deviennent pénibles côté comportement, quand ceux qui ont un niveau bas deviennent pénibles côté comportement pour se faire remarquer sur d'autres points que leurs compétences ou incompétences dans certaines disciplines ou dans certains domaines.
Tout cela est, ma foi, fort complexe, et c'est une complexité dans laquelle on ne rentre jamais dans les débats médiatiques que vous entendez. On préfère largement vous parler abaya, caricature du prophète, ou que sais-je encore. Piste pour résoudre le problème, parce que moi, grand seigneur que je suis, je vous donne des pistes. Je suis un peu le Don Quichotte qui essaye désespérément sur son fidèle destrier qui aboie, hein, puisque je ne possède que des chiens. Je ne possédais des chiens, c'est un verbe qui ne me plaît pas. Bref, je digresse. Renforcement des moyens, bien entendu, ça passe par là. L'une des premières mesures absolument nécessaires est un investissement accru dans les moyens humains et matériels de l'éducation. Cela passe par la formation continue des enseignants et la formation, comment l'on dit, avant de devenir enseignant, préalable, j'imagine. Donc la formation préalable des enseignants est totalement insuffisante, mais parce que plus personne ne veut faire ce métier. Donc au bout d'un moment, lorsqu'il faut des enseignants devant les élèves, il faut bien les trouver quelque part. Et oui, mesdames et messieurs, nous ne travaillons que 24 heures par semaine, 6 mois dans l'année, et bizarrement, personne ne veut faire ce métier. C'est quand même très, très étonnant. Donc, formation continue et préalable des enseignants à la gestion de ces classes hétérogènes, donc leur donner les moyens de différencier davantage, mais également leur donner des moyens tout court, en réduisant par exemple les effectifs des classes. La création de structures tout de même spécialisées pour certains élèves en difficulté, c'est absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas inclure en permanence absolument tous les élèves, selon moi c'est totalement impossible et non souhaitable, que ce soit pour ces élèves-là comme pour les autres, comme pour les familles, comme pour nous. Et l'augmentation du nombre d'accompagnants, les fameux AESH pour nos élèves en situation de handicap. La différenciation, revenons-y, l'école pourrait davantage promouvoir la pédagogie différenciée, permettant à chaque élève de progresser à son rythme. Cela impliquerait une révision des méthodes d'enseignement afin de mieux tenir compte des singularités de chaque élève, sans pour autant abaisser les exigences pour l'ensemble du groupe. Ici, je m'arrête également 30 secondes. Ma grand-mère, qui était enseignante et à qui je dois en partie mon goût pour l'éducation, a débuté à 15 ans, donc disons-le, sans grande formation, et dans des classes de 45. Mais alors, d'une part, il n'y avait, d'après elle, aucune discipline à faire, et puis, elle le reconnaissait tout à fait, le niveau était beaucoup plus homogène qu'il ne l'est aujourd'hui. Réduction des inégalités sociales, le système éducatif doit également prendre en compte l'impact des inégalités sociales sur la réussite scolaire, ce que l'on tente de faire, et apparemment les résultats sont quand même un minimum présent selon les fameuses évaluations nationales. Donc nous avons créé les REP, les classes dédoublées, etc. Et il semble que cela porte ses fruits lorsque l'on donne des moyens à ces zones-là. Ben oui, évidemment, mais il faudrait des moyens pour tout le monde, et même pour ces zones-là, il faudrait encore davantage de moyens. Création de dispositifs spécifiques pour les élèves issus de milieux défavorisés, le soutien scolaire et l'aide à la parentalité peuvent constituer des leviers importants pour éviter un nivellement par le bas. Et on arrive enfin à, et je vais le développer par la suite, à l'importance cruciale là-dedans des parents, car il est trop facile de cracher en permanence toujours sur les profs, le ministère même, pour une fois je vais les défendre très légèrement, et les autres élèves plutôt que essayer de voir ce que l'on peut faire déjà pour les siens. Je prône toujours, déjà, que peut-on faire, c'est la définition de l'écologie, au sein de son foyer, avant que de prétendre changer les foyers des autres. Voilà une phrase, il me semble, sans prétention, que beaucoup devraient entendre et faire leur. Valorisation des compétences non académiques. Il est important d'encourager une approche plus globale de l'éducation qui reconnaît que l'acquisition de compétences sociales et émotionnelles, comme le respect de l'autre, l'empathie, la gestion des conflits, est tout aussi importante que l'acquisition des savoirs académiques. Ça, je le défends très fortement aussi. Les savoirs académiques, c'est bien. Vous savez à quel point je prône le kalos kagatos. Pour moi, l'éducation, c'est un tout. Le physique, l'intellectuel et les valeurs humaines également. Cela pourrait permettre de trouver un équilibre entre l'exigence scolaire et l'éducation à la citoyenneté. Critiques et débats autour de l'inclusion.
Bien que l'inclusion scolaire est un principe noble, elle n'est pas sans critique. Soit un principe noble, j'ai un doute, je m'excuse. Certains considèrent que la mise en œuvre actuelle de l'inclusion scolaire ne tient pas suffisamment compte des besoins spécifiques des élèves handicapés ou en grande difficulté des élèves en situation de handicap, ce qui les laisse en marge. D'autres plaident que la société gagnerait à séparer les élèves en fonction de leurs besoins pour leur offrir une pédagogie plus adaptée à leurs capacités. En conclusion, le concept de niveler par le bas résume bien la tension entre l'idéal d'une école inclusive et la réalité des moyens et des résultats scolaires. Pour éviter de diluer les exigences sans offrir une réelle égalité des chances, il est essentiel de trouver un équilibre entre inclusion, différenciation pédagogique, et moyens suffisants. Il est crucial que la société, les éducateurs et les politiques publiques travaillent ensemble pour offrir à chaque élève un parcours scolaire à la hauteur de ses besoins tout en préservant un standard d'excellence pour l'ensemble de la population. Je fais une légère digression avant de finir cette première partie sur le rôle des parents. Je suis désolé, je viens de taper sur le micro, j'espère que c'était pas insupportable. Pardon. Les parents, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, nous ne le répéterons jamais suffisamment, jouent un rôle essentiel dans la réussite scolaire et dans la construction des compétences sociales et cognitives. Là aussi, je fais un stop. Je réitère que les parents sont premiers éducateurs de leurs enfants, mais l'école française devrait, pour cela, faire un travail beaucoup plus clair pour remettre les parents au centre de l'éducation de leurs enfants en rendant davantage transparent le langage parfois très complexe de l'administratif français qui fait que trop souvent des parents, surtout ceux maîtrisant assez peu la langue française, vont se retrouver au sein de l'école française, dans les papiers administratifs, etc. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et oui, une fois qu'ils ont donné leurs papiers, leurs enfants à l'éducation, ils ont l'impression que maintenant l'école va tout prendre en charge. Mais non, nous devons initier un travail beaucoup plus à la recherche de complémentarité entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'éducation à la maison. L'un ne doit pas aller contre l'autre, mais plutôt ensemble, en complément. Il est donc dans le débat sur le nivellement par le bas, il est souvent tenté de rejeter la responsabilité uniquement sur les enseignants, sur l'institution scolaire elle-même ou sur les enfants des autres parents. Cependant, vous, parents, vous avez une influence déterminante, non seulement en soutenant l'éducation académique de vos enfants, mais aussi en contribuant activement à l'élévation du niveau d'exigence, en étant vous-même exigeant envers votre enfant et même envers vous-même. Je ne prendrai qu'un exemple parmi d'autres. Il est anormal que des parents ne fassent pas l'effort lorsqu'ils écrivent dans le cahier de liaison de leurs enfants de ne pas faire un minimum d'efforts orthographiques. C'est pas compliqué aujourd'hui avec Internet, si vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot, d'aller le vérifier. Lorsque l'on s'adresse à un enseignant, je suis désolé, ça va peut-être faire... je me la pète, mais il est anormal que des parents se permettent de m'écrire avec une faute d'orthographe par mot. Parenthèse fermée. D'abord, l'attitude des parents face à l'éducation a un impact majeur sur la motivation et la perception que l'enfant a de l'école. Peut-être qu'il y a des parents qui m'écoutent qui ont une très mauvaise expérience de l'école. Mais comment voulez-vous, avec l'école qui, de fait, est obligatoire, que cela se passe bien si vous retransmettez à votre enfant cette haine de l'école à 3 ans ou à 6 ans? Ça ne peut que les conduire à la catastrophe, à la confrontation avec leurs enseignants, à la confrontation avec vous. Enfin, faites un effort et nous ferons un effort et vos enfants, parce que les enfants ont besoin que les adultes se parlent, et se parlent correctement et aimablement, ils feront l'effort par la suite eux-mêmes. En cultivant l'importance des études et de la curiosité intellectuelle à la maison, les parents peuvent stimuler un intérêt pour l'apprentissage qui dépasse les simples compétences académiques. Ce soutien ne se limite pas à l'aide aux devoirs, mais inclut aussi la transmission de valeurs telles que la discipline, la persévérance, le goût de l'effort. Lorsque les parents valorisent l'éducation comme un levier de développement personnel et professionnel,
Il participe à l'instauration d'une dynamique de nivellement vers le haut que nous, enseignants, devons par la suite soutenir. Et puis, chaque enfant, indépendamment de son milieu ou de ses difficultés, est encouragé à donner le meilleur de lui-même. Ensuite, les parents jouent un rôle fondamental dans le suivi des progrès de leurs enfants et dans le dialogue avec les enseignants. Encore une fois, je vous le dis, les enfants ont besoin que les adultes se parlent. Nous devons être leurs exemples, donc parlons-nous avec courtoisie. Il est fou de devoir le dire aujourd'hui. En développant une relation de partenariat avec l'école, les parents peuvent contribuer à mieux identifier les besoins spécifiques de leur enfant et à mettre en place des stratégies d'accompagnement à la maison. En se montrant attentifs aux exigences scolaires, en dialoguant régulièrement avec les enseignants et en prenant part aux réunions parents-professeurs, les parents montrent à leurs enfants qu'ils sont impliqués dans leur parcours éducatif, ce qui peut renforcer l'investissement scolaire des jeunes. Enfin, l'éducation à la maison ne se limite pas uniquement au soutien académique. Les parents jouent un rôle clé dans la construction de compétences sociales et émotionnelles. Par leur exemple et leurs pratiques éducatives, ils peuvent enseigner à leurs enfants l'importance du respect de l'autre, de l'empathie et de la gestion des conflits, des compétences qui se révèlent cruciales tant dans le parcours scolaire que dans la vie en société. Cette éducation, souvent ignorée dans le cadre du seul enseignement scolaire, permet de créer un environnement où l'élève se sent soutenu et valorisé, renforçant ainsi ses capacités à progresser et à s'impliquer pleinement dans sa scolarité. Le nivellement vers le haut n'est donc pas uniquement l'affaire des enseignants, des institutions ou des politiques publiques. Vous, parents, par vos actions, vos valeurs, votre engagement, vous devez jouer un rôle décisif dans la réussite scolaire de leurs enfants, en les encourageant toujours à développer pleinement leurs compétences et en les incitant à relever les défis académiques qui s'offrent à eux, qui vont s'offrir à eux, qui s'offriront à eux. Il est important de souligner que cet engagement parental est un levier plus que précieux pour réduire les inégalités sociales et promouvoir l'égalité des chances en offrant à tous les enfants les ressources nécessaires pour atteindre leur potentiel maximum. Deuxième partie, parlons de ma nouvelle passion, l'art sartorial, l'élégance vestimentaire masculine et la redécouverte de la tradition vestimentaire. L'art sartorial ou l'élégance vestimentaire masculine, puisque c'est là-dessus que nous allons nous concentrer, mais l'on pourrait parler élégance vestimentaire féminine, mais les femmes l'ont moins perdu que nous. C'est un concept qui a traversé les siècles et qui, aujourd'hui encore, représente bien plus qu'un simple choix vestimentaire. Ce terme fait référence à une tradition artisanale et à une approche du vêtement où le sur-mesure et la qualité des matériaux priment. Cette forme d'élégance semble se perdre dans un monde où la fast fashion domine, où les vêtements sont produits en masse, jetables et souvent de piètre qualité. Et nous pourrions aller encore plus loin en disant fabriqués par des enfants à l'autre bout du monde et par les mêmes qui ensuite nous parlent de traces écologiques, d'impact écologique. Cette tendance se retrouve également dans des professions comme celle des enseignants, et je peux vous en parler, où l'aspect vestimentaire, pourtant porteur de sens et d'identité, tend à se dégrader au fil du temps. Et alors, je l'ai dit, c'est une nouvelle passion, donc aujourd'hui je m'habille bien, mais je viens d'une formation que l'on appelle les STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, et je vous assure que pendant un moment, je venais quasiment à chaque fois à l'école en tenue de randonneur. Disons, avec de beaux jogging de randonneur, c'était pas les joggings quand même, les joggings de survêt, ça je ne l'ai jamais supporté, c'était les beaux pantalons de randonneur ou les belles tenues militaires, puisque c'est un style que j'aime bien, que j'aime toujours aujourd'hui, et du coup aujourd'hui ce que j'aime bien comme clash pour mes collègues qui me font toujours des réflexions quand j'aimais le costume, c'est je suis un jour en costume et un jour en tenue militaire, ce qui est très rigolo selon moi, mais bon, ça ne fait pas rire tout le monde, ce n'est pas grave. Poursuivons ce développement. Cette tendance donc se retrouve dans des professions comme celle des enseignants où nous devrions au contraire être un modèle pour nos élèves. Nous avons tous connu des professeurs bien habillés avec de beaux costumes, j'en ai connu 2 notamment, et en plus il se trouve que c'était les deux
que j'ai en mémoire qui s'habillaient le mieux, et pourtant les deux plus marrants et absolument pas coincés ou que sais-je encore. En tant que professeur, je prends l'initiative de remettre l'art sartorial sur le devant de la scène de l'éducation nationale, où quand on entend aujourd'hui au Sénat qu'il faut faire mourir la cravate, moi au contraire, je découvre, je vais pas donner mon âge, je donne beaucoup trop d'indices sur qui je suis, mais je me découvre un goût immense pour la cravate, c'est absolument magnifique et je me demande comment j'ai pu ignorer cet art d'une part sartorial, mais même, alors le costume je connaissais, mais par contre la cravate, quel plaisir. Il me semble donc que c'est un projet louable que de réintroduire cette notion de discipline et de respect de soi, mais également de respect pour l'autre, en s'offrant à l'autre sous son meilleur jour, au travers de l'apparence vestimentaire, mais pas uniquement, nous allons en reparler. La découverte de cet art vestimentaire est en grande partie, pour moi, due à des figures comme Ugo Jacomet, ou je citerai encore Alex Cormack, et puis il y en a d'autres, que je ne vais pas tous citer, mais voilà. Pour ceux qui connaissent un peu ce monde, vous savez à qui je peux faire référence, à Cifonelli, etc. Des hommes d'une élégance rare et d'une sprezzatura assumée, puisqu'ils ne cherchent pas l'art sartorial. Je vais faire une mini digression, n'est pas la sapologie qui vise l'extravagance, et qui est d'ailleurs très intéressante dans des pays comme le Congo, puisque je crois que la sapologie vient de là-bas, où malgré des moyens très peu présents, on se présente à l'autre sous son meilleur jour, et en plus, en dehors du style vestimentaire, avec une bonne humeur, une bonhomie toujours présente. Donc la sapologie est extrêmement intéressante également, mais n'est pas mon propos, puisque il s'agit de l'élégance classique masculine, où l'on vise au contraire la nonchalance, pour reprendre une fois encore les termes de Monsieur Jacomet, et ce ne sera pas la dernière fois au cours de cette partie. Avec son ouvrage Parisian Gentleman et ses vidéos disponibles sur YouTube, il a contribué à raviver depuis plus de 15 ans je crois, mais je ne l'ai découvert que depuis 6 mois. Je connaissais en fait Alex Cormack depuis un peu plus longtemps, mais c'est vraiment depuis ma découverte d'Ugo Jacomet que j'ai fait cette passion mienne désormais. Il fait donc l'éloge de la mode masculine intemporelle ou presque, et l'art du vêtement fait à la main et sur mesure. Jacomet, à travers son travail, met en lumière des artisans et créateurs qui perpétuent un savoir-faire rare et précieux. Son livre ne se contente pas de dresser un état des lieux de l'élégance masculine à Paris, mais il rend hommage à ceux qui, au quotidien, façonnent des vêtements avec une attention aux détails et une vision d'ensemble qui transcende les tendances éphémères de la mode moderne. Ce retour à l'art sartorial s'inscrit dans une démarche de slow fashion, une mode lente et réfléchie, opposée totalement à la fast fashion, où la production rapide et la consommation frénétique d'habits de mauvaise qualité sont devenues la norme. La maxime « achetez moins mais achetez mieux » de Monsieur Jacomet reflète cette philosophie de vivre l'élégance de façon mesurée, durable et de qualité. Le rôle des tailleurs dans la redécouverte de l'art sartorial. Dans Parisian Gentleman, Ugo Jacomet présente plusieurs tailleurs parisiens emblématiques, figures de ce monde intemporel de l'art sartorial. Parmi eux, des noms comme Cifonelli, Lecoq, Huntsman, Richard Anderson, Camps de Luca, Claude Rousseau, Henri Urban, d'autres encore, émergent comme des artisans maîtres dans leur domaine. Ces tailleurs perpétuent, ou ont perpétué pour certains qui ne sont plus parmi nous, la tradition du vêtement sur mesure, une pratique où l'attention portée au corps du client, à sa morphologie et au choix des tissus fait toute la différence. Leur travail n'est pas seulement esthétique, mais également fonctionnel et humain, car ils cherchent à valoriser l'individu dans sa singularité. Cifonelli, par exemple, est réputé pour ses costumes qui allient élégance et confort tout en respectant des techniques de coupe qui assurent une liberté de mouvement. Huntsman, l'une des maisons les plus prestigieuses de Savile Row à Londres, est l'incarnation de la taille précise et de la coupe rigoureuse, tandis que Lecoq est apprécié pour ses costumes alliant tradition et modernité, avec des tissus naturels et une coupe souvent plus décontractée mais toujours soignée. Ces tailleurs, à travers leur savoir-faire, rappellent l'importance du sur-mesure dans un monde de plus en plus standardisé.
Slow fashion contre fast fashion, un manifeste pour l'art sartorial. L'essor de la fast fashion a eu des conséquences profondes sur l'industrie textile et la mode, ainsi que sur les emplois, l'économie, l'écologie. En produisant des vêtements en masse à bas prix, souvent au détriment des conditions de travail des ouvriers et de l'environnement, elle a encouragé une culture de consommation rapide et irresponsable. L'art sartorial s'oppose à cela par son approche durable, qui privilégie l'investissement dans des pièces intemporelles et de qualité. En effet, l'idée d'acheter moins mais acheter mieux, défendue par Jacomet et d'autres du monde sartorial, invite à redéfinir notre relation à la mode. Je pense notamment à Marc Guyot. Il s'agit de repenser notre consommation non pas comme un acte compulsif, mais comme une réflexion sur ce que nous portons et sur les valeurs que nous véhiculons à travers nos vêtements. Ce retour à la slow fashion et à l'art sartorial n'est donc pas seulement une question de style personnel, mais aussi un acte de rébellion, de contre-culture, comme il aime le dire, contre l'hyperconsommation. En optant pour des pièces durables fabriquées par des artisans qui prennent le temps de bien faire les choses pour vous, on soutient des méthodes de production éthiques et respectueuses de l'environnement, tout en valorisant le travail manuel. Ce manifeste de la slow fashion se reflète dans un modèle de société plus sobre, où l'essentiel prime sur le superficiel. Et je fais un très court stop pour parler de ma situation personnelle plutôt que de Monsieur Jacomet, puisque je suis en train de parler de sur-mesure. Étant enseignant et n'ayant pas pour le moment les moyens, puis j'ai voulu, comme c'est une nouvelle passion dévorante, j'ai voulu acheter beaucoup de costumes pour me faire la main, justement, j'ai acheté beaucoup de costumes en seconde main. Et sachez que j'ai l'immense majorité maintenant de ma toute nouvelle garde-robe qui compte une quinzaine de costumes. J'en ai un seul parce que j'ai craqué sur une veste sur mesure pour quelqu'un d'autre de Chiffonelli que je ferai peut-être un jour ajuster à mes mesures à moi. Mais du coup, tous mes autres costumes sont à moins de 100 €, veste et pantalon compris. Donc, il n'est absolument pas question de quelque chose qui coûte cher. La quasi-totalité de mes costumes, des chaussures et des chemises que j'ai pu récupérer, me coûtent bien moins cher que ce que vous dépensez pour un survêtement de marque dont je ne citerai pas le nom et une paire de baskets toujours de marque dont je ne citerai pas le nom. Donc, voilà, un argument totalement inentendable et faux. L'art sartorial, une profondeur derrière la surface. Bien que certains puissent considérer l'art sartorial comme superficiel, il n'en est rien. Il est important de rappeler que, comme l'écrit Monsieur Jacomet, pour présenter une surface soignée et élégante, il faut d'abord investir dans la profondeur. L'art sartorial n'est pas seulement une question de vêtements, c'est un effort personnel pour se présenter à l'autre de manière soignée, réfléchie et respectueuse. L'élégance n'est pas seulement dans le choix des tissus ou dans la coupe parfaite d'un costume, elle réside également dans la manière de se tenir et d'aborder le monde. C'est un effort de discipline, vous savez à quel point j'aime ce terme, qui se reflète dans le soin que l'on porte à son apparence et à la manière dont on interagit avec les autres. Dans un monde qui semble de plus en plus agité, où la rapidité et le pragmatisme dominent tout, l'art sartorial rappelle l'importance de l'effort esthétique et de la discipline de l'apparence, de prendre le temps avec son tailleur. Je rêve de pouvoir faire cela un jour de mon côté. Cette quête de l'élégance doit se transposer à tous les aspects de la vie. L'élégance n'est pas seulement physique, elle doit s'étendre au comportement, à la gastronomie, à l'intellect, au développement de son corps également, et à la manière dont nous traitons l'autre. En ce sens, l'art sartorial n'est absolument pas un art de la superficialité, mais bien de la profondeur humaine, et comme il le dit encore si bien lui-même, une quête de l'autre. Conclusion, l'art sartorial, modèle de discipline et de respect de l'autre. L'art sartorial, à travers la redécouverte de la mode sur mesure et la slow fashion, représente une forme de résistance à la société de consommation. En réintégrant cette approche dans nos vies, notamment à travers des modèles comme celui présenté par M. Jacomet et tous les artisans qu'il nous présente, nous pouvons redonner à l'élégance sa dimension humaine et en faire un effort consenti et réfléchi. Cet effort ne se limite pas à la mode, il doit devenir une métaphore pour un renouveau de la discipline sur soi, puis sur les autres, du respect et de l'effort, que ce soit dans la manière de se présenter, d'agir ou de traiter autrui. En ce sens, l'art sartorial doit
loin d'être une surface superficielle, devient un modèle de vie, un moyen de redonner de la profondeur à la société de demain. Nous abordons la troisième partie et notre article d'éducation. 3 articles aujourd'hui parlant du nivellement par le bas dans l'éducation, basés sur des articles donc scientifiques et des contributions d'experts. Premier article, la méritocratie scolaire est une croyance plus qu'une réalité. Cet article de Florence Rizzo, Céline Darnon, François Dubé, que j'ai déjà cité quelques fois, et Sébastien Goudot, nous informe. Donc, cet article explore l'idée que la méritocratie scolaire repose souvent sur des principes qui renforcent les inégalités sociales plutôt que de les réduire. En France, les résultats des enquêtes PISA montrent que les inégalités scolaires sont parmi les plus élevées des pays de l'OCDE, l'origine sociale des élèves jouant un rôle particulièrement déterminant dans leur réussite académique. L'étude s'appuie sur une enquête menée auprès de 826 enseignants. Elle révèle que ceux qui croient fortement en la méritocratie, par exemple l'idée que quand on veut on peut, adoptent souvent des pratiques pédagogiques compétitives. Mise en avant des meilleurs élèves, comparaison entre les pairs, sanctions plus fréquentes. Je me retrouve un peu là-dedans. Ces approches tendent à aggraver les écarts entre élèves favorisés et défavorisés. A l'inverse, des méthodes centrées plutôt sur la coopération, la valorisation des progrès individuels et la compréhension de l'erreur comme levier d'apprentissage montrent des effets positifs pour tous les élèves, sans réduire les performances des meilleurs. Je me retrouve là-dedans également aussi, donc je fais à la fois la compétition, hein, et puis pas compétition, on s'entraide. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris cet accent, je m'en excuse pas. Les auteurs concluent que pour éviter le nivellement par le bas, il faut abandonner la croyance aveugle en la méritocratie et adopter des pratiques pédagogiques inclusives soutenues par des formations adaptées pour les enseignants. Alors ça, c'est ce que dit l'article. Moi, je n'abandonnerai pas la méritocratie. Absolument pas. Par contre, tout le monde peut accéder à la méritocratie et même chacun à son niveau par rapport à son niveau de départ. Deuxième article. Analyse des politiques éducatives françaises, focus sur l'éducation prioritaire. Un rapport de notre cher ministère de l'Éducation nationale. Entre 2004 et 2016, plusieurs réformes ont tenté de réduire les écarts de performance dans les zones défavorisées en allouant davantage de ressources aux collèges en réseau d'éducation prioritaire. Les résultats montrent une meilleure allocation des moyens et des dispositifs comme plus de maîtres que de classe ou les classes dédoublées qui ont eu des effets positifs. Cependant, un problème majeur a été identifié. Ces réformes ont parfois réduit la mixité sociale dans ces établissements, augmentant la concentration d'élèves en difficulté. Cela a contribué à une perception négative de ces collèges comme étant des lieux de nivellement par le bas. Les experts soutiennent néanmoins que ces politiques, si elles sont accompagnées de mesures complémentaires, formation des enseignants ou attractivité des établissements, peuvent ou pourraient améliorer les résultats globaux. Pas grand-chose à ajouter sur cette courte analyse de cet article. Troisième étude expérimentale, l'enseignement de la phonologie, donc l'étude des sons de la langue française, vous savez ou vous ne savez pas, peut-être pour les parents. Pour apprendre la lecture, très rapidement, on enseigne d'abord les lettres, puis le son que font chaque lettre, puis le son que font les syllabes. Évidemment, on commence par les syllabes simples de 2 lettres, puis les sons complexes, ou en, etc. Les syllabes de 3 lettres, etc., etc., jusqu'à la compréhension totale d'un texte, et puis encore plus loin, la compréhension de l'implicite dans un texte. Voilà, pour vous faire un résumé très simple de l'apprentissage de la lecture syllabique, comme elle se nomme. Cette étude se concentre sur l'enseignement des langues vivantes étrangères et identifie un autre type de nivellement. Les limites cognitives des élèves intermédiaires dans la compréhension de l'oral, les comparaisons internationales montrent que les élèves français obtiennent leurs plus mauvais résultats dans cet exercice. L'auteur, je n'ai pas donné son nom, je m'excuse, Gaël Diraison, l'auteur donc avance que l'absence d'automatisation des processus de décodage oral empêche les élèves de compenser leurs lacunes avec des stratégies d'interprétation.
Des expériences ont été conduites pour évaluer si un enseignement spécifique de la phonologie, donc par exemple pour l'apprentissage de l'anglais, que l'on fasse ce que l'on fait pour la langue française, plutôt que de mettre directement dans les situations de la vie courante, comme on a l'habitude de le faire, et comme on enseigne habituellement l'anglais, au niveau de l'élémentaire à tout le moins, pouvaient améliorer leur performance. Et donc les résultats, ce sont des progrès significatifs qui ont été observés, bien que des échantillons de petite taille limitent la portée des conclusions de cette recherche. L'étude suggère que des pratiques ciblées peuvent surmonter certains obstacles sans abaisser les attentes globales. Synthèse et convergence des résultats de ces 3 études. Ces 3 analyses démontrent que les pratiques pédagogiques compétitives ou généralisées ont tendance à creuser les inégalités. Bon, voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, on peut tout à fait promouvoir la compétition saine avec toutes les autres solutions pour enseigner, ne pas faire que de la compétition bien entendu, surtout si c'est pour faire de la compétition malsaine, mais pour moi il en faut, le monde est compétitif, il faut l'accepter et donc il faut également l'enseigner. Les politiques éducatives peuvent réduire les écarts de performance sans niveler par le bas à condition d'être soutenues par une mixité sociale et un accompagnement adéquat. Là encore, il est difficile d'en vouloir à certaines familles qui le peuvent de s'extraire de contextes parfois sociaux difficiles. Donc ça, ce sont encore des mots pieux, mais il va falloir charbonner pour arriver à une mixité sociale acceptable par tous et pour tous. Et enfin, l'innovation pédagogique ciblée, comme l'enseignement de la phonologie pour apprendre une langue vivante étrangère, permet d'atteindre des résultats plus inclusifs sans réduire les standards, bien au contraire. Ça, c'est intéressant et je n'avais aucune connaissance de ces résultats et de cette étude. Ces résultats réfutent l'idée selon laquelle une éducation inclusive mènerait nécessairement à une baisse de niveau. Les défis résident dans la mise en œuvre cohérente et systématique de ces approches. Quatrième partie, et allez, je reprends mon entraînement de faire une partie entière sans la moindre note, je n'ai que la citation devant moi. Vous savez à quel point je suis fan, et je m'excuse pour l'anglicisme, de Dumas et que je suis en pleine redécouverte de son œuvre. Je suis encore plongé dans le 2e tome, malheureusement avec tout ce que j'ai dû mener. Je passais un concours ces derniers temps, donc j'ai beaucoup charbonné sur d'autres sujets que